un habitant du Tennessee est terrassé par d'effroyables douleurs. Je ne savais pas ce qui lui arrivait. Pour les médecins, établir un diagnostic est un véritable casse-tête. Je lui donnais à peu près 1 an à vivre, peut-être moins. Ils sont confrontés à l'un des cas les plus énigmatiques de leur carrière et tentent désespérément d'identifier la maladie avant qu'elle ne tue sa victime. Décembre 1997 à Bartlett, au Tennessee. Comme tous les matins, Phil Rouse, 57 ans, se dirige vers sa salle de bain où il va faire une découverte déplaisante. Il perd une de ses dents, brisée nette à la racine. Puis une autre. J'étais très perturbé du fait que mes dents tombent comme ça, parce que je n'avais jamais eu de problème de dents. Je suis allé chez le dentiste. Il a eu l'air un peu surpris de constater une perte importante de matière osseuse dans la mâchoire par rapport aux précédentes radiographies. En faisant cette découverte, le dentiste s'alarme pour la santé de son patient. Quand on observe une déperdition brutale de matière osseuse, on soupçonne l'existence d'une autre maladie qu'on n'a pas repérée, comme une leucémie, un diabète ou un lupus. Beaucoup de maladies de ce genre provoquent cela. Inquiet, il conseille à Phil de consulter un médecin. Le dentiste est également déconcerté par le comportement de Phil. Celui-ci n'est plus lui-même. Il avait toujours eu l'esprit très vif, agile, curieux de nature. Et on a remarqué un net déclin de ses facultés mentales. Quelle est donc l'origine des mystérieux symptômes de Phil? Il avait l'air d'avoir lentement décliné. À l'évidence, il n'était pas dans son état normal. Les troubles de Phil ont commencé à se manifester plusieurs mois auparavant. En mars 1997, il s'apprête à ouvrir un atelier de réparation de voitures anciennes avec l'un de ses amis, Kimo Coelho. C'était ma passion depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours aimé les voitures anciennes. Phil ramenait la clientèle. Il connaissait beaucoup de gens qui possédaient des vieilles voitures. Et Kimo, qui était peintre et carrossier, faisait la restauration. On devait avoir pour 30 à 40 000 $ de commandes uniquement par le bouche à oreille, car on n'a fait aucune publicité. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être vraiment rentable. Mais à peine 1 mois après l'ouverture de l'atelier, Phil ressent d'étranges sensations de brûlure au thorax et à l'abdomen. Il a du mal à respirer. Quand j'ai ouvert l'atelier, j'étais en parfaite santé. Et tout à coup, je suis tombé malade. La sensation de brûlure était terrible. Et je ne savais pas ce que c'était. On était inquiets, mais on lui disait « Si tu es malade, va voir un médecin, il va faire le diagnostic, te donner quelques pilules et tout ira bien. » Mais Phil déteste les hôpitaux. Et il ne veut pas alerter tout le quartier en appelant les secours. Il demande alors à son fils de le conduire chez les pompiers. Je l'ai conduit à la caserne des pompiers pour qu'il ausculte son cœur, parce qu'il était persuadé qu'il faisait une crise cardiaque. Les secouristes auscultent le cœur et l'abdomen de Phil, mais ne trouvent rien d'anormal.
Les résultats des examens étaient normaux. La tension artérielle était normale. L'estomac était peut-être un peu irrité, mais ils n'ont rien constaté d'autre. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Les secouristes soupçonnent Phil d'être lui-même son pire ennemi. Ils lui conseillent de se préoccuper davantage de sa santé. Je pensais que c'était peut-être à cause du tabac, mais vous savez, il suffit que vous ayez un ongle incarné pour qu'on vous dise d'arrêter de fumer. Les douleurs au thorax s'atténuent et Phil regagne son atelier. Mais Kimmo et lui ont besoin d'aide. Ce ne sont pas les clients qui manquent et aucun d'eux n'a l'habitude de gérer une entreprise. Steve White, notre voisin depuis 15 ans, est venu nous voir. J'avais toujours eu beaucoup de respect pour lui. Il m'a dit qu'avec ses connaissances en gestion et en finance, il était prêt à se charger de toute la paperasse. Soulagés, Phil et Kimmo acceptent la proposition de Steve. C'était un projet auquel je songeais depuis des années. Un vieux rêve que je voyais enfin se concrétiser. Mais quelques jours plus tard, les effroyables douleurs recommencent. J'ai dit à ma femme, « Chérie, mon ventre me brûle horriblement. Tu dois me conduire chez un médecin. » Cette fois, Phil n'a pas le choix. Joséphine insiste pour qu'il aille aux urgences. Elle le conduit en toute hâte à l'hôpital Baptiste de Memphis. Il m'a dit, « Mon estomac me fait très mal et j'arrive à peine à bouger mes jambes. Ça fait comme une brûlure. » Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il avait. J'avais une sensation de brûlure atrocement douloureuse en plein milieu de l'estomac. J'ignorais ce que c'était. Les médecins examinent Phil et lui posent des questions détaillées sur ses douleurs soudaines. J'avais l'impression de mourir à petit feu. Je leur ai dit que j'avais besoin d'aide. Comme les secouristes lors de la crise précédente, les médecins ne trouvent rien d'anormal. Et les douleurs s'estompent aussi mystérieusement qu'elles sont apparues. Ils ne trouvaient pas ce que c'était. Ils n'avaient pas de réponse. Et ça nous a beaucoup secoués, ma femme et moi. Nul ne sait que Phil est en proie à un agent pathogène mortel. Peu après sa sortie de l'hôpital, Phil découvre qu'outre la douleur physique, son esprit aussi est atteint. Un jour, j'étais en route pour aller chercher de la peinture pour l'atelier. Et j'ai oublié où je me rendais. J'ai arrêté la voiture et je me souviens précisément où parce que je l'ai noté sur le champ. Et j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu de me permettre de rentrer chez moi sain et sauf. Quelle est donc cette mystérieuse maladie qui embrume l'esprit de Phil et torture son corps aussi violemment? Quelques jours plus tard, les jambes de Phil s'engourdissent à nouveau et il est plié en deux sous l'effet de terribles douleurs d'estomac. On était inquiets pour lui. Il ne sentait plus ses mains ni ses pieds. Il disait qu'il avait l'impression de marcher sur une éponge. Cette fois, Phil est conduit d'urgence à l'hôpital méthodiste tout proche. Il demande à voir le docteur Sidney Birdsong, le chirurgien qui l'a opéré pour un ulcère 7 ans plus tôt. En voyant M. Rouse, j'ai d'abord craint une récidive de son ulcère.
J'ai cru que la cicatrice consécutive à mon opération était en train de se rouvrir. Je lui ai dit, « Docteur, c'est comme si j'avais un chalumeau dans l'estomac. » Le docteur Birdsong est également préoccupé par l'état de stress de son patient. Il a dit, « Phil, il est possible que ce soit vos nerfs. Peut-être que c'est le stress dû à l'atelier. » Birdsong prescrit à Phil toute une série d'examens médicaux. On a fait des analyses de sang pour vérifier le bon fonctionnement des reins, du foie, etc. Et tous les résultats étaient normaux. Phil parle au docteur Birdsong de son atelier de réparation de voitures anciennes. Ces mystérieux symptômes seraient-ils liés à son environnement de travail? Il utilise depuis peu un nouveau procédé et un nouveau type de peinture. On doit prendre certaines précautions, comme se tenir dans une cabine protégée pour ne pas respirer les vapeurs de peinture. Et on est censé porter des masques. Phil aurait-il absorbé des substances chimiques qui auraient affecté son cerveau et provoqué ces terribles douleurs? Je ne sais pas à quel point il a été exposé à des peintures. Mais il commençait à s'exaspérer d'être malade et de ressentir des symptômes que personne ne pouvait expliquer. Incapable de fournir d'explications à ces mots, Birdsong renvoie Phil chez lui sans diagnostic ni traitement. Personne ne savait ce qu'il avait, et ça nous inquiétait. On ne savait pas à quoi s'attendre dans les jours suivants. Le médecin n'avait rien trouvé qui puisse expliquer ces symptômes. Nous étions vraiment dans le brouillard. Phil est-il en proie à quelque étrange virus encore inconnu de ses médecins? Il faut absolument qu'il découvre de quoi il s'agit, avant qu'il ne soit trop tard. Peu après avoir fondé une petite entreprise, Phil Rouse est victime à plusieurs reprises de douleurs aussi terribles que mystérieuses. J'ai dit à ma femme, mon estomac me brûle horriblement. Tu dois me conduire chez un médecin. Est-ce le stress inhérent à ces nouvelles activités? Ou encore le résultat d'années de tabagisme intensif? Les médecins se perdent en conjectures. Moins de 24 heures après sa seconde sortie de l'hôpital, Phil est à nouveau à bord d'une ambulance, se demandant s'il arrivera vivant aux urgences. À ce moment-là, je me suis demandé si mon père allait s'en sortir. On était vraiment inquiets. On voyait bien que quelque chose n'allait pas et que personne ne savait de quoi il s'agissait. Le corps tordu par la douleur, Phil est admis à nouveau à l'hôpital méthodiste. Il se plaignait beaucoup que son estomac lui faisait mal et que ses mains et ses pieds étaient engourdis. Malgré la présence des médecins, il allait de plus en plus mal. Les médecins veulent aider leurs patients, mais ils sont déroutés par ces symptômes qui n'indiquent aucune maladie qu'ils reconnaissent. On avait affaire à un patient qui souffrait de douleurs abdominales et se sentait mal. Mais nous n'arrivions pas à savoir pourquoi. Une fois de plus, les médecins évoquent l'atelier. Les symptômes de Phil seraient-ils induits par quelques substances toxiques présentes dans son environnement de travail? Les deux associés ont essayé de nouvelles peintures dans leur atelier. Phil aurait-il une réaction allergique? Mais celui-ci rappelle qu'il n'a jamais touché à la peinture, puisque c'est le rayon de son associé, Kimo. Je ne savais pas à quel point il avait été exposé à des peintures. Je ne pensais pas que ça avait un rapport quelconque avec ses douleurs abdominales. Désemparé par la disparité des symptômes, le docteur Birdsong décide d'aborder les troubles de Phil un par un. La sensation d'engourdissement des mains et des pieds suggère plusieurs hypothèses assez terrifiantes. Le médecin soupçonne même une sclérose en plaques.
Il ordonne une ponction lombaire. Les résultats sont négatifs. Le docteur Birdsong décide alors d'adresser son patient à un autre médecin pour les douleurs thoraciques. Il a été envoyé dans notre service par le docteur Birdsong pour une simple radio du thorax, comme on en pratique tous les jours. On m'a apporté sa radio. En l'examinant, j'ai découvert une anomalie au poumon droit. Le radiologue a-t-il découvert enfin la clé de l'énigme? À ce moment-là, je me suis dit qu'il avait très certainement un cancer du poumon. D'autres signes semblent confirmer les conclusions du docteur Shelton. Il m'a dit qu'il fumait depuis 40 ans, en moyenne 2 paquets de cigarettes par jour. Or, près de 90% des cancers du poumon se déclarent chez des fumeurs. La masse qui apparaît dans le poumon de Phil est imposante. Elle mesurait de 5 à 6 cm. Il était fort possible que d'autres organes soient touchés. Quand une tumeur atteint cette taille, c'est souvent le signe que d'autres zones du thorax sont atteintes aussi. Il a dit qu'il voulait un examen densitométrique. J'ai compris qu'ils avaient trouvé quelque chose. Mauvaise nouvelle. Mais pour Phil, c'est encore préférable à pas de nouvelles du tout. Il n'a pas eu l'air très surpris. Il semblait presque soulagé, comme s'il se disait « Je me sens si mal depuis si longtemps que je suis content que quelqu'un ait enfin découvert l'origine de mon problème. » L'examen densitométrique semble malheureusement confirmer le pronostic. Les clichés densitométriques ont conforté ma certitude qu'il s'agissait d'une tumeur maligne. Pour moi, il lui restait 1 an à vivre, peut-être moins. Le médecin annonce la mauvaise nouvelle à Phil et à sa femme. Il a dit « Je fais ce métier depuis longtemps. Et chaque fois que j'ai vu ce genre de choses, dans 99% des cas, c'était un cancer. » J'étais très secoué par la nouvelle. Je me suis dit que je ne connaîtrais jamais mes petits-enfants. Il a dit qu'il faudrait probablement faire l'ablation d'un poumon, mais qu'avant, il voulait s'en assurer en pratiquant une biopsie. Le taux de mortalité par cancer du poumon est si élevé qu'il est très important de déterminer de quel type de cancer il s'agit, pour voir s'il est possible de le traiter et comment. Le docteur Shelton consulte un chirurgien. À l'examen des clichés tomodensitométriques et des radios du poumon, la lésion paraissait inquiétante. Et nous étions très préoccupés par l'état de faiblesse du patient. Nous soupçonnions un syndrome d'Eaton-Lambert, généralement lié à un type particulier de cancer du poumon, dit à petites cellules, et qui entraîne une grande faiblesse périphérique chez certains patients. La biopsie devrait révéler la nature de la lésion pulmonaire de Phil. Nous avons ordonné une biopsie de la lésion par aiguille guidée, car nous pensions vraiment que c'était un cancer du poumon. On enfonce une petite aiguille dans cette masse à travers la paroi thoracique et on en retire quelques cellules par aspiration. Chose très surprenante, les résultats de la biopsie ne révèlent absolument rien. Le prélèvement a réussi, mais on n'y a retrouvé aucun tissu malin. Donc on n'avait toujours pas de diagnostic. Les médecins restent néanmoins convaincus que la masse dans le poumon de Phil est un cancer. Selon leur localisation, les tumeurs évoluent différemment. J'étais sûr que l'aiguille avait bien atteint l'intérieur de la masse, mais elle ne se trouvait peut-être pas dans une zone tumorale active. Pour tenter de confirmer le diagnostic, le docteur Cole pratique une bronchoscopie, examen plus invasif qui consiste à introduire dans le lobe pulmonaire droit, en passant par la trachée,
un mince tuyau flexible muni d'une caméra miniature. Cela permet d'examiner toutes les voies respiratoires. Une fois de plus, les médecins sont surpris par les résultats. En lieu et place d'un cancer, ils découvrent un phénomène curieux et totalement inattendu. C'était une découverte très intéressante qui débouchait sur un diagnostic bénin et relativement rare. Une infection bactérienne d'un type particulier appelée actinomycose. J'ai reçu un appel de l'hôpital m'informant qu'ils avaient une bonne nouvelle pour moi. La masse dans mon poumon était provoquée par un champignon. Le médecin dit à Phil que sa mycose peut être traitée facilement. Il a dit à Phil, 3 mois de pénicilline et il n'y paraîtra plus. On était vraiment soulagés de savoir enfin ce qu'il rongeait depuis tout ce temps. On s'est dit qu'il allait avoir un traitement et qu'il redeviendrait comme avant. Mais ces médecins s'interrogent tout de même. Comment leur patient a-t-il pu contracter une maladie aussi rare? C'est une maladie fongique très rare, une affection très destructrice qui envahit et dévore littéralement les tissus. Les poumons sont rarement atteints, surtout s'il n'y a pas d'autres zones affectées. Il n'existe pour ainsi dire pas de cas où ça a été diagnostiqué chez un patient, à moins qu'il n'ait été massivement exposé à un agent pathogène. Le système immunitaire de Phil serait-il affecté par un étrange virus provoquant cette maladie rare? Ou a-t-il été massivement exposé aux champignons pathogènes? Et si c'est le cas, comment a-t-il pu ingérer ce champignon? Le mystère demeure, mais Phil semble avoir surmonté l'épreuve. Le traitement a été administré pendant 2 mois et il semblait être efficace. La masse a diminué de volume et nous pensions avoir trouvé le bon diagnostic. La tache sur mon poumon avait complètement disparu. Ma femme, mon fils et moi étions sûrs que j'allais guérir. Phil semble être en voie de guérison quand soudain, les symptômes ressurgissent, plus violents que jamais. Il a senti ses jambes s'engourdir et il s'est mis à trébucher. J'avais de plus en plus de mal à marcher. Il ne supportait rien sur son corps. Dès qu'il avait quelque chose sur la peau, il disait que ça le brûlait horriblement. Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Bientôt, Phil est si faible qu'il ne peut plus aller travailler. À contre-cœur, il demande à son associé, Steve White, de prendre la direction de l'atelier. La maladie l'a déjà obligé à renoncer à son rêve de toujours. Il craint désormais d'y laisser aussi sa vie. À peine remis d'une redoutable mycose au poumon que ses médecins ont d'abord cru être un cancer, Phil Rouse est à nouveau terrassé par d'indicibles douleurs et une fatigue extrême. Il est désormais trop malade pour diriger son entreprise. Il en était mortifié, mais il n'y pouvait rien. Il était incapable de travailler. Il n'avait pas le choix. Mon principal objectif était de guérir. Pour moi, c'était plus important que l'atelier. Mais Phil ne peut se résoudre à rester à l'écart. Au bout de quelques semaines passées chez lui, il se traîne jusqu'à l'atelier. Il est désormais si faible qu'il marche à l'aide d'une canne. Kimo profite de sa présence pour lui dire ce qu'il pense de Steve. On s'est affrontés dès le premier jour. Je n'aimais pas ce type. Je n'avais aucune envie de travailler avec lui. Il ne connaissait rien aux affaires ni à la mécanique. Kimo et Steve, c'était un duo qui courait à la catastrophe. Ils ne s'entendaient pas du tout. Phil essaie d'apaiser les tensions.
Malgré ses propres problèmes, il souhaite toujours la réussite de l'affaire. Je disais à Steve, tu dois absolument t'entendre avec Kimo. Si tu ne t'entends pas avec lui, ça ne marchera pas. Cette situation stressante n'arrange rien aux problèmes de santé de Phil. Il se réveille en se tordant de douleur. J'avais des sensations de brûlure insupportables à l'estomac. Mes pieds, mes jambes, mes mains me brûlaient comme s'ils étaient en feu. Je ne savais plus quoi faire, vraiment plus. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait et je me sentais impuissante. On l'amenait voir des médecins, on le mettait au régime, mais rien n'y faisait. Il allait de plus en plus mal. Il a vraiment cru qu'il allait mourir. On ne savait plus quoi penser. Pour la 3e fois en 8 mois, Phil est transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai dit au docteur Birdsong, je vous en supplie, docteur, faites quelque chose pour me soulager, même si vous devez me droguer. Ça ne peut pas durer. Débarrassez-moi de cette horrible douleur. Faites quelque chose. Le docteur Birdsong ne sait toujours pas ce qui provoque ces terribles brûlures à l'estomac. Et Phil est à bout. Il était visiblement excédé qu'on n'ait toujours pas trouvé l'origine de ces douleurs. Dans l'espoir de parvenir à aider ce pauvre homme, le docteur Birdsong consulte un autre spécialiste. Il avait déjà été opéré à l'estomac. Alors, le docteur Birdsong voulait que j'examine non seulement sa paroi stomacale, mais aussi son anastomose, à l'endroit où il avait opéré. Les douleurs au ventre qui torturent Phil ont-elles un rapport avec cette ancienne intervention chirurgicale? Le docteur Aycock introduit une caméra à fibre optique dans l'œsophage puis dans l'estomac de Phil. Ça permet non seulement de visualiser l'intérieur de l'estomac, mais aussi d'effectuer des biopsies et certains gestes thérapeutiques. Après l'examen, Phil rentre chez lui dans l'attente des résultats. Malgré ses problèmes de santé, il reste préoccupé par les conflits entre ses deux associés. Un jour, j'ai téléphoné à l'atelier et personne n'a répondu. Quand j'y suis allé, les outils de Kimo avaient disparu. J'ai compris qu'il était parti. Catastrophé par la faillite imminente de l'affaire dont il a tant rêvé, Phil se traîne jusqu'à l'hôpital pour aller chercher les résultats de l'endoscopie. Pour une raison que le docteur Aycock ne s'explique pas, sa paroi stomacale est rouge et irritée. Est-ce l'indice que les médecins cherchent? Je n'avais pas de réponse précise à lui donner, mais j'étais inquiet parce que l'inflammation de son estomac ne suffisait pas à expliquer la gravité des symptômes. Aycock ordonne une échographie. La perte de poids, la faiblesse dans les membres et l'irritation de l'estomac peuvent être les signes d'un cancer de l'abdomen. Je cherchais un indice de malignité, que ce soit au niveau du pancréas, des reins, du foie ou des ganglions de la chaîne lymphatique. Les résultats sont négatifs. Mais quand le docteur Aycock l'annonce à Phil, celui-ci a une réaction surprenante. Il lui pose une question qui va projeter la recherche d'un diagnostic dans une direction aussi inattendue qu'inquiétante. J'ai dit, docteur, vous allez peut-être trouver ça absurde, mais auriez-vous un moyen de savoir s'il y a un corps étranger dans mon organisme? Un truc qui ne devrait pas y être. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui ne devrait pas y être. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me tuer, de m'assassiner à petit feu. J'allais très bien il y a 6 ou 8 mois, et aujourd'hui, j'ai un pied dans la tombe. Et j'ai envie de mourir. Phil a l'étrange impression que quelqu'un essaie de l'empoisonner.
Mais son hypothèse est difficile à croire. C'était un peu surprenant. On voit rarement des empoisonnements accidentels et encore moins délibérés. Mais le docteur Aycock est bien forcé d'admettre que l'étrange combinaison de symptômes qui affecte Phil pourrait confirmer cette hypothèse. Il comprend que les sensations de brûlure à l'estomac et l'engourdissement des membres ne peuvent être provoquées que par une chose. Compte tenu des premières atteintes neurologiques, de la faiblesse musculaire, de l'engourdissement, et du fait que le patient m'avait carrément dit qu'il croyait qu'on essayait de l'empoisonner, cela a suscité un certain nombre de réactions. Le médecin ordonne un test d'empoisonnement aux métaux lourds. Les résultats ne seront connus que dans une semaine. Mais la famille de Phil est sceptique. Qui pourrait l'empoisonner? Et à supposer que ce soit le cas, comment? Cela fait des mois qu'il ne quitte pratiquement pas la maison. Ses proches craignent que la maladie n'ait obscurci son raisonnement. Nous savions que son état mental était affecté. Quand il a évoqué un empoisonnement, on a été surpris, parce qu'on ne pense jamais que de telles choses puissent nous toucher ou toucher des proches. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, ou que ce sont des trucs qu'on ne voit qu'à la télé. On veut écarter toutes les autres hypothèses avant d'envisager une chose pareille. On ne voulait pas s'emballer avant d'avoir obtenu les résultats. Cette nuit-là, Joséphine se réveille et constate que Phil a disparu. Elle est prise de panique. Ma mère et moi nous sommes levés tôt ce matin-là. En regardant par la fenêtre, j'ai vu que la voiture était là, mais mon père avait disparu. On était inquiets. On ne savait pas où il était. Au début, on a cru qu'il était allé tout seul chez les pompiers. Affolés, Gino et sa mère contactent les pompiers et l'hôpital. Mais personne n'a vu Phil. Rongés par l'anxiété, ils ne savent que faire. À leur grand soulagement, quelques minutes plus tard, Phil revient sain et sauf. Mais quand ils apprennent ce qu'il vient de faire, ils n'en croient pas leurs oreilles et se mettent en colère. Phil leur dit qu'il a été réveillé par une horrible douleur au ventre, pire que tout ce qu'il a connu jusque-là. J'étais persuadé que je ne passerais pas la nuit. J'avais le ventre broyé par la douleur et franchement, je n'avais plus envie de vivre. Mais dans un sursaut, Phil décide de se battre et se jure de rester en vie. J'ai appelé la police. Je n'avais pas vécu jusqu'à 60 ans pour que quelqu'un puisse m'assassiner et s'en sortir impunément. Il n'en était pas question. La voiture de police est arrivée dans les 3 minutes. J'ai dit aux policiers, « Emmenez-moi au poste, je veux faire une déposition. » Je me suis traîné jusqu'à la voiture et je leur ai dit, « Amenez-moi voir votre plus haut responsable. » Cette nuit-là, l'officier de service est le lieutenant Doug Bailey. Phil est arrivé au poste en déclarant qu'il pensait qu'on essayait de l'empoisonner. J'ai dit à l'inspecteur Bailey que j'avais la certitude absolue que quelqu'un essayait de me tuer en m'empoisonnant. Et je lui ai dit que ma femme ne me croyait pas. J'ai ajouté que quoi qu'en dise ma femme, mon fils ou ma famille, si je venais à mourir, il faudrait demander une autopsie. Parce que si quelqu'un était en train de m'assassiner, je ne voulais pas qu'il s'en tire comme ça. Au début, ça paraissait invraisemblable. Mais au fur et à mesure de la discussion, il devenait de plus en plus cohérent.
J'étais étonné qu'il soit allé trouver la police aussi rapidement. Je pensais qu'il aurait attendu d'avoir les résultats des tests de métaux lourds qu'avait fait le docteur Aycock et qu'ensuite seulement on en aurait parlé à la police. La femme de Phil craint que les étranges accusations de son mari ne détruisent leur existence. Ils ne peuvent rien faire tant qu'ils n'ont pas de preuves. Quand ils lui ont dit ça lui a fichu un coup et il a dit « Si je meurs et qu'on vous dit que j'ai eu une crise cardiaque, il faut faire quelque chose. Je ne veux pas qu'on se contente de m'enterrer. » J'allais mal. J'étais en train de mourir, ma femme et mon fils m'en voulaient, je ne savais plus quoi faire. Je crois que j'étais à bout. Trois jours plus tard, un appel téléphonique du docteur Aycock va tout changer. Quand j'ai reçu le coup de téléphone du docteur Aycock, j'ai eu une peur bleue. Il m'a dit, « Monsieur Rouse, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. » J'ai dit, « Laquelle? » Il m'a répondu, « À l'évidence, quelqu'un veut votre mort. On a découvert de l'arsenic lors de vos analyses. » Désormais, sa famille est bien obligée de se rendre à l'évidence. Mon père était sous le choc. Il n'arrêtait pas de demander au médecin « Docteur, est-ce que je vais guérir? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et on a compris que depuis le début, il ne s'était pas trompé en pensant que quelqu'un voulait l'empoisonner. Enfin, au bout d'un an d'indicibles souffrances, Phil connaît l'origine de ses douleurs et il a la preuve que quelqu'un essaie de le tuer. Restent deux questions terrifiantes. Qui veut la mort de Phil Rouse et pourquoi? Pendant un an, Phil Rouse a enduré les pires souffrances jusqu'à frôler la mort. Mes maux de ventre étaient devenus si terribles que franchement, je n'avais plus le goût de vivre. Phil connaît désormais l'origine de ces troubles. Il est intimement convaincu qu'il a été empoisonné. D'abord sceptiques, les enquêteurs n'ont plus de doute quand ils voient les résultats d'analyse. Il a été empoisonné à l'arsenic. Il subit d'autres analyses chez un toxicologue. Comme les policiers avant lui, le médecin a des doutes sur l'histoire de Phil. J'ai reçu un appel de l'inspecteur Bailey de la police de Bartlett. Il m'a demandé si je pratiquais des recherches de poison chez des patients. Ma réaction a été claire et nette. Votre patient est-il sain d'esprit ou est-ce un déséquilibré, ai-je dit. Il m'a répondu non, je crois que c'est quelqu'un de sensé. Le docteur Merigian prélève des cheveux de Phil et les fait analyser. Sa conclusion, ce patient a de la chance d'être encore en vie. Son organisme contient bien d'autres poisons que l'arsenic. Les résultats de laboratoire ont aussi mis en évidence la présence de mercure et d'autres métaux lourds, comme l'antimoine. Là, on a compris qu'il faudrait mener une enquête criminelle pour trouver la personne qu'il soupçonnait de l'avoir empoisonné. On est allé directement du cabinet du médecin au poste de police. Là, ils m'ont pris très au sérieux. Leur comportement avait changé du tout au tout par rapport à ma première visite. La police met rapidement hors de cause Joséphine et Gino Rouse, qui n'ont aucun mobile. Kimo Coelho figure parmi les suspects. Il reconnaît qu'il n'était pas heureux dans son travail. Je commençais à me sentir trahi en tant qu'associé. Car ma part dans l'affaire était passée d'un tiers à 0. La police établit que Kimo n'aurait rien à gagner à la mort de Phil. Ce qui n'est pas le cas de Steve White, car lui a un mobile.
l'argent. J'ai appris qu'il avait contracté une assurance vie de 100 000 $ sur ma tête, alors que nous n'avions jamais abordé la question. Et j'ai retrouvé un contrat en vertu duquel il récupérait tous mes biens financiers et immobiliers à ma mort. La police découvre que White a même dit à plusieurs personnes que son associé était mourant. Le lieutenant Bailey rédige un mandat de perquisition pour fouiller le domicile du suspect. On a saisi divers objets, plusieurs bocaux de poudre et de liquide bizarre. Mais tant qu'on ne les avait pas fait analyser, on n'était sûr de rien. Les substances révèlent la présence d'arsenic, de mercure, d'antimoine et de plomb. Tous ces poisons ont été retrouvés dans le corps de Phil Rouse. Cet homme était en possession de métaux lourds qu'on ne retrouve pas chez Monsieur Tout-le-Monde. Il avait donc non seulement un mobile, mais aussi la capacité d'agir. Mais si Steve White a empoisonné Phil, comment s'y est-il pris? Je me suis longuement demandé comment il avait fait. Et j'ai réalisé qu'il avait eu plusieurs occasions. Steve venait souvent chercher Phil dans l'après-midi en lui disant « Viens Phil, je t'amène manger ». Je lui disais « Mais Steve, le repas est prêt ». Il répondait « Laisse tomber, Phil adore le steak, je l'amène au resto ». Il a donc eu plusieurs occasions. On allait manger et j'étais toujours malade après. Vraiment malade. C'est rétrospectivement que tout ça m'est apparu de façon claire et cohérente. Monsieur White venait très tôt le matin. Je l'entendais dans la cuisine et ça me réveillait. Il allait se servir du café et il en apportait à Phil. Ou Phil voulait du café et Steve disait « Laisse, je m'en occupe » et il lui préparait son café. Moi, je m'assoyais sur le canapé, mais dès que je me levais, il partait. Pour que quelqu'un puisse faire ça, il doit connaître vos habitudes, gagner votre confiance et surtout être au-dessus de tout soupçon. Le 19 janvier 1998, Steve White est arrêté pour tentative de meurtre au premier degré. Phil Rouse a vu juste. Il a bel et bien été victime d'un empoisonnement délibéré. Le mobile était l'argent, les 100 000 $ de l'assurance vie et les locaux commerciaux qu'il aurait pu vendre environ 150 000 $. Il a commis de sang-froid un acte d'une cruauté extrême. Il l'a commis envers un être humain censé être son ami. Steve White est jugé en janvier 2000. Jugé coupable de tentative de meurtre, vol et fraude fiscale, il est condamné à une peine de 31 ans de prison. Aujourd'hui, Phil Rouse a perdu l'usage de ses jambes et lutte toujours contre les effets dévastateurs du poison. Mon estomac et plusieurs de mes organes internes sont endommagés. Physiquement, je ne suis plus le même. Et j'ai dû apprendre à vivre avec cet accident de parcours qui a handicapé ma vie. Je ne fais pas de projet d'avenir, et Phil non plus. On sait que le poison est toujours dans ses os, dans son système nerveux. Il le détruit tout doucement, à petit feu. On ignore ce que nous réserve l'avenir. On ne sait pas dans quel état il sera dans 6 mois ou 1 an. Mais en dépit des ravages du poison sur sa santé, Phil ne laisse pas le passé lui gâcher l'existence. J'étais plein de colère et d'amertume.
J'aurais voulu lui faire du mal. Mais j'ai évolué. Ma famille va trouver ça étonnant de ma part, mais malgré le fait qu'il ait voulu me tuer, j'ai toujours su que je devais trouver la force de le pardonner dans mon cœur. Et ce, même s'il ne m'a jamais demandé pardon. Je lui ai pardonné depuis longtemps. Je ne veux pas ruminer le passé.